Voilà, donc bonjour à tous. Donc je suis en effet parasitologue et mycologue au CHU de Nice. Et puis durant mon cursus de formation, je m'étais formé à l'entomologie médicale parce que j'aime bien les tropiques et je voulais partir loin. Et très vite, en arrivant au milieu hospitalier, je me suis aperçu que finalement, personne s'y connaissait en insectes et dans ce cas-là, les bornes deviennent rois. Et du coup, je me suis très vite mis à enseigner le peu que je savais aux médecins, aux patients et aux autres personnes des hôpitaux pour développer cette discipline. Donc en effet, l'entomologie médicale, c'est quelque chose de assez rare et les rares personnes qui en font partent beaucoup plus vers la recherche et on est assez peu en fait à développer l'entomologie médicale en milieu hospitalier. Alors pour vous faire un petit peu la vie des insectes, parce que chacun la connaît ou la déteste, certaines personnes n'aiment pas trop les insectes. Voilà. En fait, c'est en milieu médical, on s'occupe que deux sortes d'arthropodes, donc tous ces animaux qui ont des squelettes externes. Il y a les 6 pattes et les 8 pattes. Quand on est un 6 pattes, on est un insecte, et quand on est un 8 pattes, c'est un acarien. Donc ça n'a rien à voir avec la taille. Donc moustiques, punaises, poux, tout ça, c'est des insectes. Et puis les sarcopes de la gale, piémotès ou démodex, tout ça, et les tiques, c'est des acariens. Il y a plein d'autres façons de classer les insectes, suivant l'approche qu'on veut avoir. Il y a ceux qui prennent du sang et ceux qui prennent pas du sang. Et tous les insectes qui nous embêtent ne sont pas obligatoirement hématophages. Donc, hématophage, soit c'est pour se nourrir, soit c'est pour fabriquer des œufs, suivant les insectes. Donc, moustiques, tiques, punaises, poux. Donc, vous voyez que les groupes se recroisent, sont hématophages. Et il y a d'autres arthropodes qui sont non hématophages. Les sarcopes de la gale ne prennent pas du tout de sang. Les miases, les asticots qui se développent dans votre peau ne sont pas du tout hématophages. Et les démodex qu'on a au fond de nos follicules pileux ne le sont pas non plus. Autre façon de les classer, c'est les allergisants ou venimeux. En fait, ça ne va pas donner les mêmes traitements derrière. Quand c'est allergisant, c'est très souvent parce qu'ils nous ont injecté leur salive. Et dans ces cas-là, un antihistaminique ou un corticoïde peut permettre de gérer le souci. Donc, moustique, tique, punaise, tout ça, c'est allergisant. Et puis, vous avez les venimeux. Donc, les venimeux, ils vous injectent un venin. Et à ce moment, il y a une action du venin qui va nécroser ou qui va en tout cas s'amplifier dans le temps ou se modifier dans le temps. Et les chenilles processionnaires, c'est pour ça qu'il y a ce phénomène de nécrose qui se met en place, qui est quand même assez rare chez les hommes, mais qui est très fréquent chez les chiens. Quand les chiens commencent à manger des chenilles processionnaires, il y a une nécrose qui s'enclenche pour aller jusqu'à totalement faire disparaître la langue dans les cas extrêmes. Les araignées aussi, donc arrêtons de dire que dès qu'il y a quelque chose qui vous pique et vous n'avez pas compris, c'est pas une araignée, pas pauvre pitié. L'araignée, elle n'a vraiment aucun intérêt à vous piquer, c'est rarissime. Elle vous pique quand elle est passée par votre lit et hop, à ce moment-là, vous êtes retourné en même temps. Mais dès qu'on comprend pas, c'est une araignée, mais c'est rarissime. Et une araignée, c'est très simple à voir. Ça vous fait un trou, ça nécrose. Donc, c'est pas parce que vous avez une paupière qui a triplé de volume que c'est une araignée. Ça, c'est un moustique et vous êtes allergique à cette piqûre de moustique. Mais donc, cette notion de nécrose qui évolue sur 2-3 jours, ça signe en effet une araignée. Les scorpions, là aussi, c'est du venin, avec donc des actions un peu parfois d'actions neurologiques. Les scolopendres aussi, il y a une notion de nécrose. Et donc là, c'est sûr qu'au niveau du soin, ça ne va pas faire la même approche. Et puis, vous avez une autre approche là beaucoup plus connue, c'est pour ces arthropodes, c'est est-ce qu'ils sont vecteurs ou pas de maladie. Donc vous avez ce premier groupe des vecteurs et puis les non-vecteurs, donc ils peuvent nous embêter que pour l'allergie, les nuisants ou pour tout ce qui est où ils transportent comme les mouches. On ne dit pas qu'une mouche est vectrice de quelque chose, on dit qu'elle transporte, qu'elle fait de la phorésie. Mais quand on est un peu puriste, on ne dit pas qu'elle est vecteur. Voilà. Alors, pourquoi on ne dit pas qu'elle est vecteur? C'est que dans la notion de vecteur, donc voilà, le grand cadre du dessous, les sarcopes, les démodex, les punaises de lit, les puces de frange, j'ai envie de dire, poux de tête, morpions, tout ça, c'est vecteurs d'aucune maladie, et c'est juste une nuisance, ou transporteur, ou phorésie. Et puis, il y a cette notion de vecteur. Pour être vecteur, il faut savoir faire deux choses. Voilà, il faut avoir une compétence et une capacité. La compétence, c'est quoi? Eh bien, ça s'étudie plutôt en laboratoire
Et c'est cette notion que quand vous prenez un petit moustique et vous lui donnez à manger un virus de Zika, de chikungunya ou de dengue, vous lui donnez ça à travers une jolie petite membrane, vous prenez bien soin de votre petit moustique et à ce moment-là, le virus arrive dans l'estomac. Il y a une vraie reconnaissance entre le virus Zika et le moustique. Ça ne marche pas pour tous les moustiques. Donc le Zika, ça marche avec les moustiques de genre Aedes. À ce moment-là, le virus arrive à réellement se multiplier. Une fois qu'il s'est multiplié, il faut qu'il retourne dans les glandes salivaires. Et à ce moment-là, lors d'un prochain repas, qui n'est pas le repas obligatoirement pile suivant, mais qui peut être 2, 3 ou 5 repas suivants, suivant la vitesse de multiplication du virus, à ce moment-là, le virus sera retransmis à une autre personne. Ça, c'est la compétence. C'est-à-dire, est-ce que le moustique sait reconnaître du Zika, du chikungunya, de la dengue ou du paludisme pour multiplier? Et puis après, ça, c'est la théorie. Il faut savoir le faire dans la nature. Dans la nature, il se passe quoi? Votre espérance de vie, elle est modifiée. Le moustique, faut qu'il aille trouver les hommes. Ça se trouve, il aime piquer que les poules et les cochons, donc ça va pas marcher. Si jamais il pique un homme, il faut qu'il survive, il faut que durant cette reconnaissance, il faut que l'espérance de vie du moustique se prolonge. Après, il faut que le moustique ait envie de repiquer un homme, comme il préfère piquer le cochon, ça se trouve, il va se remettre à piquer le cochon. Et donc, dans ces cas-là, ça va pas marcher. Donc, c'est pas parce qu'un moustique a la compétence de faire des choses que dans la réalité, le moustique va être vraiment vecteur de maladie. Là, on est tous ensemble. Vous avez tous, a priori, la compétence de lire, d'écrire et tout ça. Et si on part tous ensemble en bateau, tout nu par exemple, il y a les 3/4 d'entre vous qui vont me dire « je ne sais plus lire, je ne sais plus écrire, j'ai plus rien ». Et donc, il y aura heureusement un petit pourcentage d'entre vous, peut-être des femmes, qui vont avoir la capacité de se concentrer pour retenir mon cours. Et du coup, les bons vecteurs de mon cours ne seront que les femmes. Voilà. Alors, et pour être vecteur, il y a 4 acteurs. N'oubliez jamais ça. Il y a 4 acteurs et c'est pour ça qu'il y a plein de systèmes qui ne marchent pas parce que les 4 acteurs ne sont pas présents. Donc les 4 acteurs, on vous en a déjà un petit peu parlé. Donc il y a bien sûr l'arthropode en lui-même. Il y a le micro-organisme, donc les moustiques du paludisme, ils existent. Moi, je vous attrape des moustiques du paludisme, les anophèles, je vous en attrape ici. Il n'y a pas de paludisme parce que personne a des plasmodiums dans son sang ici. Et donc, le paludisme ne marche pas en France, pas parce qu'il n'y a pas le vecteur, mais parce qu'il n'y a pas le pathogène. Troisième acteur, c'est l'amplificateur ou le réservoir. L'encéphalite japonaise, typiquement, le réservoir, c'est le cochon. Donc, vous pouvez essayer de faire marcher l'encéphalite japonaise en mettant des hommes et des culex, mais ça ne va pas marcher, il n'y a pas l'amplificateur. C'est pour ça que quand vous commencez à vouloir vacciner quelqu'un pour l'encéphalite japonaise, la première question, c'est est-ce que vous allez barouder et dormir au pied des cochons ? C'est la question clé, parce que si vous êtes un touriste comme ça au Japon ou en Chine et que vous ne faites que passer dans les villes, il n'y a aucune raison que vous attrapiez l'encéphalite japonaise. Il faut dormir au pied du réservoir qu'est le cochon, chose que peut faire un baroudeur, puisque le cochon est souvent au rez-de-chaussée de la maison avec l'habitant au premier étage. Et le 4e acteur, c'est le biotope, l'environnement. C'est extrêmement important, l'environnement. On a parlé des caipirinhas et du Brésil. Le virus Zika, il est transmis par Aedes aegypti et Aedes aegypti est incapable de s'adapter au milieu non tropical. Ici, dans tout maintenant le sud de la France, et ça remonte de plus en plus maintenant, il y a Aedes albopictus, un autre moustique tigre, et lui, pourquoi il fait le tour du monde? Parce qu'il a su s'adapter aux différentes températures. Donc, le biotope est extrêmement important et donc les maladies vectorielles ne se transportent pas obligatoirement n'importe où. Alors, parlons un tout petit peu du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est très très dur de voir est-ce que ça fait varier telle ou telle maladie vectorielle. Il y a quand même 2 maladies vectorielles qui sont bien impactées par le réchauffement climatique. C'est tout ce qui est maladie due à tique, aux tiques. C'est sûr que le réchauffement climatique augmente les températures chaudes de l'année. La tique, normalement,
aimait bien le printemps et l'automne, un peu moins la saison sèche et n'aimait pas trop l'hiver. Avec le réchauffement climatique, printemps et automne ont un peu augmenté, il pleut de plus en plus parfois dans une période estivale, l'hiver s'est réchauffé et donc maintenant la tique, dans certaines régions de France, du monde et aux États-Unis notamment, mais en Europe c'est très très bien prouvé, a quasiment une activité presque toute l'année et on peut se faire piquer par les tiques en plein hiver, chose qui était assez rare finalement et maintenant qui est assez reconnue. Donc les maladies de tiques sont augmentées par le réchauffement climatique. Et puis ce petit moucheron que vous voyez à droite, c'est la leishmaniose. Donc la leishmaniose, donc c'est une parasitose du sud-est de la France, qui est donc vectorisé par ce petit moucheron, le phlébotome. C'est un insecte extrêmement fragile et le réchauffement climatique fait que ce phlébotome, qui était très rarement présent en Bretagne, en Normandie, les hyper spécialistes arrivaient à capturer, mais on remarque que maintenant, il est en beaucoup plus grande quantité et il augmente, et maintenant, trouver dans les phlébotomes en Gironde et tout ça, ça peut de plus en plus se faire. Et donc, c'est surtout une maladie vétérinaire qui impacte l'homme parfois, mais surtout une maladie vétérinaire. Et les vétérinaires ont tous remarqué que cette maladie du sud-est de la France est en train très nettement de progresser depuis de nombreuses années. Et maintenant, on commence à l'apercevoir sur des zones comme en effet Bordeaux ou Grenoble, pour être un peu flou. Ce n'est pas des villes très précises. Mais ce qu'il faut comprendre dans ces maladies vectorielles, on me demande toujours de faire des communications sur le réchauffement climatique, c'est le transport. Le transport, ça a un impact énorme sur toute la transmission des maladies infectieuses, pas obligatoirement vectorielles. Et on transporte tout et n'importe quoi et à n'importe quelle vitesse, dans des conditions de plus en plus confortables ou de plus en plus lentes, dans des volumes de plus en plus importants. Et donc, dites-vous bien que toutes ces maladies infectieuses ou vectorielles sont énormément augmentées par le transport. Maintenant, pour prendre l'exemple que de l'avion, pour les anciens que je suis et que vous êtes peut-être, voilà, autrefois on disait les aérosols, surtout pas dans les valises. Et quand on reprenait sa valise qui avait été dans la soute à bagages, et ben on retrouvait nos vêtements tout froids, tout congelés. Ils avaient été dépressurisés à 0,3 bar et puis ils étaient tout froids. Les soutes à bagages n'étaient pas chauffées. Maintenant, on vous dit les bombes aérosols pour des histoires de terrorisme, on vous dit surtout dans la valise, et quand vous reprenez la valise, elle est chaude et je vous assure qu'elle a été bien pressurisée à 8 bars, à 0,8 bars comme pour nous dans les cabines, et donc notre valise est dans les mêmes conditions que nous. Donc quand vous mettez un moustique dans une valise, maintenant c'est royal pour lui, il suffit que la valise s'ouvre, donc à plusieurs kilomètres de distance de l'aéroport, et le moustique tropical va s'envoler pour mourir dans une semaine, mais il aura eu le temps de piquer quelques personnes. Et donc on a eu des cas il y a 4 ans de paludisme à une distance de Roissy qui était bien trop élevée, et c'est la valise du patient qui s'est ouverte, le moustique est sorti, a piqué 2 personnes en sortant de la valise, et après en plus les personnes, comme le paludisme, il y a une semaine d'incubation, la personne a été faire son paludisme à Saint-Tropez, ce qui a fait une complication dans l'épidémiologie, mais qui fait toujours des petites enquêtes assez drôles à mener. Voilà, alors je vais vous faire l'entomologie médicale et l'hygiène en 6 leçons, très court, parce que c'est sûr que ça pourrait être beaucoup plus long. On va voir que 6 insectes, donc vous voyez 6 insectes ou 6 acariens, donc les 3 insectes sont à gauche, les 3 acariens sont à droite. Vous voyez déjà, on va voir qu'en milieu hospitalier, il n'y a pas que les vecteurs qui nous embêtent. Ici, vous n'avez que 2 vecteurs finalement. Vous avez le moustique tigre et la tique. Et puis, vous avez 3 insectes qui sont hématophages. Et puis, 5 insectes qui sont hématophages. Et on va un tout petit peu voir la gamme, mais de façon très rapide. Je laisserai un petit temps pour les questions. Alors, on commence par les moustiques, qui est un souci en milieu hospitalier. Alors, un moustique, ça vous pique n'importe où sur le corps, donc il n'y a pas de localisation précise du moustique. Les lésions sont non spécifiques, donc ça vous fait un petit bouton pour être plus simple. Et puis, donc, il n'y a que l'élément aérien, il n'y a que l'adulte qui nous pique, et il n'y a que la femelle qui nous pique, il n'y a que la femelle qui a besoin de protéines pour fabriquer ses œufs.
Donc, quand quelqu'un a des nuisances par moustique, le traitement de la personne en elle-même, on est sur de l'allergie, ça va être un antihistaminique simple éventuellement si c'est un peu trop amplifié, et puis voir la notion de risque vectoriel. Après, pour la prévention. Donc, il y a 2 règles qui existent pour les milieux hospitaliers et pour les autres institutions de santé pour les moustiques. Donc, si vous êtes sujet à héberger quelqu'un qui est suspect de Zika, chikungunya ou dengue, vous devez mettre à disposition à votre patient un répulsif anti-moustique et votre patient hospitalisé le temps du traitement de son Zika, chikungunya ou dengue, qui ne sont pas des maladies qui nécessitent des hospitalisations, hein, mais bon, parfois on hospitalise ces patients-là, il doit avoir sa petite bouteille de répulsif pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas un moustique de l'hôpital qui le pique. À ce moment-là, le moustique attrape un virus Zika et le transmet à un voisin de la chambre. Donc ça, c'est des règles qui sont clairement exprimées dans les documents de l'ARS. Et la deuxième grande règle, hein, c'est que votre milieu hospitalier ou votre autre institut de santé, EHPAD ou autre, doit gérer les eaux stagnantes. Donc normalement, c'est pas trop dur. Il faut se mettre ami avec vos jardiniers. Eux aussi, de toute façon, ils n'aiment pas trop l'eau stagnante. Et donc, il faut faire le tour de l'hôpital. Soit vous supprimez les eaux stagnantes que vous voyez, soit vous ne pouvez pas les supprimer, mais du coup, dans ces cas-là, vous savez qu'elle est là, votre eau stagnante, et du coup, vous mettez en place un petit système de surveillance. Et en tout cas, si vous avez une flambée de moustiques, la première chose que vous allez faire, puisque vous connaissez votre eau stagnante, c'est d'aller voir s'il n'y a pas des larves dedans qui s'y sont installées. Les perspectives pour les moustiques, donc on utilise plein de trucs. Ce qui semble marcher et qui est encore aux études, c'est les pièges de gaz carbonique qu'on met en barrière. Donc c'est des systèmes qui sont déjà commercialisés, hein, mais ils sont en train d'être évalués. Ça peut être personnel ou privé, hein, c'est-à-dire pour un restaurant ou pour votre hôpital. Et vous avez votre bâtiment et vous faites une ceinture tous les 5 mètres. Vous mettez un petit aspirateur gaz carbonique, parce que le moustique est attiré par le gaz carbonique. Donc le moustique va être attiré par un de ces petits pièges qui est tous les 5 mètres. Il va être attiré par le gaz carbonique parce que c'est ce qu'il attire pour nous aussi. Et puis il y a un petit ventilateur qui l'aspire et qui le bloque définitivement. Si vous mettez des petits pièges comme ça tous les 5 mètres, très vite, de votre bâtiment, hein, donc assez vite, ça peut faire des grandes surfaces, mais les gens qui le font sont capables de gérer des grandes surfaces, et bien vous allez vite vider le stock de moustiques en supprimant les eaux stagnantes en même temps. Vous allez vite vider le stock de moustiques qui est dans l'intérieur de ce cercle que vous avez créé, et puis en même temps, ça aspirera en plus les moustiques dehors. Ça, c'est des études qui sont en cours. Vous avez ce qu'on appelle l'autodissémination d'un insecticide régulateur de croissance, c'est-à-dire que ce cher moustique tigre, Madame moustique tigre, elle a une particularité, c'est que ces 250 à 200 œufs, elle ne les pond jamais d'un coup, elle les pond par petits groupes de 20 à 15 ou 30. Et donc, elle pond en 5 à 8 étapes. Et donc, on va profiter de ce système de ponte par étapes pour lui mettre des petits pièges qui contiennent un insecticide. Donc, la femelle va se poser sur l'eau pour pondre ses œufs, va se mettre de l'insecticide sur ses pattes et va aller s'envoler pour aller remettre ses 15 à 50 œufs autre part dans un endroit que vous connaissez peut-être pas. Et du coup, elle va se poser sur une eau stagnante que vous aviez pas détectée et elle va répartir de l'insecticide. Donc, c'est des microdoses d'insecticide. Ça semble très, très bien marcher. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre parce que c'est sûr, certes, c'est à microdose, mais vous répartissez de l'insecticide. Et puis, le troisième axe qui est connu, on en a parlé ce matin encore à la radio sur France Inter, c'est le lâcher de mâles stériles. Donc là, on parle des moustiques, hein, c'est pas les hommes qu'on va lâcher. Madame Moustique n'aime qu'un seul rapport sexuel. Hein, il lui faut qu'un seul rapport sexuel pour qu'elle ait tout son réservoir de spermatozoïdes. Les insectes ont tout compris. Un seul rapport sexuel suffit aux femelles. Elles gardent leurs spermatozoïdes. Et donc les femelles, quel que soit l'insecte, à chaque fois qu'elles vont réovuler, elles vont ouvrir leur sphincter, leur spermathèque de spermatozoïdes, elles vont y mettre des spermatozoïdes, et donc c'est pour ça qu'une femelle est capable de faire des œufs à l'infini, parce qu'elle garde les spermatozoïdes. Voilà, les femmes humaines n'ont pas encore tout compris, mais bientôt elles comprendront. Un seul rapport sexuel. Et donc, sur ce dogme-là, qu'un seul rapport sexuel suffit, quand la femelle a eu son rapport sexuel, eh ben,
elle n'en a pas besoin d'autres. Et donc, si on lui fait un rapport sexuel, si elle vit un rapport sexuel avec un mâle stérile, elle va attraper des gamètes mâles stériles, et du coup, il y aura ponte. C'est très important que la femelle ait envie de pondre, parce que sinon, ça lui perturbe son comportement. Il y aura quand même ponte, mais ponte stérile, et du coup, dans ces cas-là, vous écroulez la population de moustiques. Alors, on repart plus vers le concret. Voilà, dans le supermarché, contre les moustiques, on voit plein de choses. On voit des bracelets, ça sert à rien, il en faut un tous les 10 cm. Donc arrêtez de vous acheter des bracelets. On voit des appareils sonores, ça sert à rien. On a essayé toutes les fréquences. C'est basé sur que la femelle n'aime pas un rapport sexuel, donc on imite le bruit du mâle. Elle n'a rien à faire, la femelle. Hein. La vitamine B1, vous allez sentir très mauvais et ça ne va pas perturber les piqûres, donc ça ne sert à rien. Les autocollants rouges avec marqué anti-moustique dessus, j'ai jamais vu que le rouge empêchait les moustiques. La raquette électrique, donc ça c'est tip top, j'en ai une chez moi, à part que je peux pas être là toute la journée, donc ponctuellement c'est très sympa, donc ayez une raquette électrique, mais bon, c'est pas une prévention anti-palu. La punaise de lit, alors punaise de lit, voilà, donc ça en milieu hospitalier, là aussi, hein, il suffit qu'un patient arrive avec des punaises de lit, vous n'y pouvez rien, c'est pas une question d'hygiène. Votre patient, bien sûr, se déshabille, s'installe dans sa chambre et vous largue une bonne dose de punaises de lit. Donc je vais pas vous faire un cours sur les punaises de lit parce que je fais des formations d'une journée sur punaises de lit. Si ça vous intéresse, on peut se faire une convention. Donc, alors par contre, mais c'est vrai, en plus, entre institutions, je donne des cours, je fais des formations d'une journée. Par contre, donc là, tout le monde pique. Monsieur, madame et les 5 générations d'enfants, il y a 5 stades larvaires, donc là, tout le monde pique. Donc la nuisance est extrême. Donc c'est un insecte qui vit plutôt la nuit, donc elle vous pique, et puis une fois qu'elle vous a piqué, elle repart se coucher dans votre lit ou le montant du lit, ou dans le bagage ou vos vêtements qui n'étaient pas trop loin au pied du lit. Hein. Et puis, donc ça, c'est le transport actif avec ses petites pattes. Hein, et puis, ce qui se passe un matin, c'est qu'on voyage. Et du coup, on prend ses vêtements dans lesquels il y avait des punaises, ou on prend sa valise dans laquelle il y avait des punaises, et puis on se déshabille. Comme c'est un insecte de nuit, en pleine journée, finalement, elle reste blottie sur vous, et il n'y a pas de problème trop de punaises de lit pour tout ce qui est transport de jour. Et donc, vous arrivez dans votre hôtel, vous vous habillez, le calme arrive, et les punaises sortent. Et du coup, c'est pour ça que malheureusement, les vides-greniers qui sont sujets à beaucoup d'objets donc d'occasion par définition et les hôtels sont sujets à des infestations. Le b.a.-ba, donc ça pique durant le repos de l'hôte, pas obligatoirement le sommeil, mais le repos. Hein, et donc très vite, sommeil, sieste, lecture, TV, vous n'y avez plus le droit et donc ça vous explose psychologiquement et les gens sont extrêmement fatigués d'avoir des punaises. Ça pique les parties découvertes, donc là aussi pour le patient c'est rare. Hein. Piqûre sur le visage, mains et chevilles, le diagnostic est assez vite fait, piqûre en ligne, en général, 1, 2, 3. Donc ça se voit assez vite, les punaises de lit. Hein, pour les associations qui s'occupent de personnes migrantes, je leur dis, vous pouvez faire le diagnostic juste comme ça, par observation. Vous n'êtes pas médecin, mais on peut voir comme ça rapidement les piqûres par punaises de lit. Donc piqûre par 3-4 piqûres en groupe, on verra une image. Ça pique durant la nuit, mais pas obligatoirement. La pénombre lui suffit. Il existe des personnes non allergiques. J'ai vu des couples qui vivaient dans des milliers de punaises de lit. Et c'est leurs invités qui leur disaient, mais vous êtes dingues les mecs. Et ben non, eux, ils n'étaient pas allergiques, ça leur faisait rien du tout. Allergie à la piqûre peut apparaître 1 à 12 jours, ça complique beaucoup l'épidémiologie. C'est-à-dire que vous êtes piqué dans votre hôtel et il n'y a que 12 jours plus tard que vous allez faire votre réaction allergique qui va s'étaler sur 3 jours. Donc c'est pour ça, ne pas traiter tant que vous n'avez pas vu la punaise, parce que ça se trouve, vous n'en avez pas ramené du tout. Voilà. Et l'infestation est toujours un problème exponentiel. Donc les gens qui vous disent « oui, je ne sais pas si j'ai des punaises, ça fait 6 mois que ça traîne », d'emblée, vous savez que c'est faux. Les punaises, ce n'est pas un problème qui traîne depuis 6 mois. Hein. Ça s'amplifie. Et donc tout le monde trouve les punaises chez soi très rapidement. Donc, voilà ces fameuses piqûres en ligne avec des réactions allergiques qui sont parfois beaucoup plus impressionnantes. Ça peut faire des réactions bulleuses aussi. Voilà, mais vous voyez le côté 1, 2, 3 sur les parties découvertes, même si cette dame, c'est un prurigos truculus qu'elle fait, donc c'est une réaction allergique généralisée. Voilà, cette notion de piqûre sur les parties découvertes est assez simple. Voilà, le traitement c'est ça, mais ça marche même en antibiothérapie. Hein. C'est-à-dire que faut être sûr que c'est bien des punaises qui créent le problème pour votre patient. Après, vous voulez savoir si vous en avez 1
une ou 500 punaises, on ne gère pas les choses comme ça de la même façon. Après, vous allez mettre en place une lutte mécanique que je vais vous montrer, je vais axer là-dessus que là-dessus, et éventuellement de la chimie. Après, vous allez vous demander si ça a marché, et une fois que tout ça s'est calmé, vous allez vous dire comment la prochaine fois, je peux ne plus en avoir. Donc, si vous faites ça par rapport à quelqu'un qui avait une surinfection par rapport à une infection par rapport à une perfusion, vous êtes sûr de la bactérie. Hein, vous vous dites, est-ce que mon patient est un peu infesté ou très infesté? Donc vous allez faire plusieurs découvillonnages pour voir le taux d'infestation de votre patient. Vous allez changer la perfusion, les luttes mécaniques. Éventuellement, vous mettrez une antibiothérapie. Après, vous reverrez si ça a marché. Et puis après, vous vous direz comment je peux gérer mieux mon système de patient. Vous voyez, on est sur des protocoles finalement qui se rejoignent. Hein, donc la lutte mécanique, c'est ça, c'est l'aspirateur. Bon, il n'y en a pas en milieu hospitalier, mais ou l'appareil à vapeur, ne jetez pas, ça ne sert à rien, vous jetez 70% du problème, il en reste 30 et les 30 remontent à 100%. Donc il faut réfléchir et il faut traiter voilà, ce qui marche très bien, c'est tout ce qui est vapeur. Donc la vapeur, c'est 110 degrés. Si c'est du 180 degrés, autre produit de vapeur plus coûteux, ça marche très bien. Le but est de passer 60 degrés. Hein. Et puis donc tout ce qui est machine à laver. Alors nos blanchisseries maintenant, elles dépassent plus du tout le 60 degrés, mais il y a un système de repassage qui est derrière, un principe de solvant. Donc les blanchisseries ultra modernes qui ne chauffent plus à 60 degrés sont totalement performantes. Hein. Voilà. Et puis, pour des objets fragiles, hein, comme de la très jolie lingerie, vous dites à la personne, vous allez tout passer à 90 degrés, là, vous allez vous faire tuer. Donc, vous pouvez dire que la belle lingerie, vous la mettez 3 jours au congélateur, ça marche très bien. 3 jours, la punaise a des produits antigel, et donc il faut qu'elle consomme son antigel pendant 1 journée à 2 jours, et donc il n'y a que le 3e jour qu'elle va décéder. Voilà. Les puces, il faut une notion d'animal. Donc en milieu hospitalier, c'est quand même beaucoup plus rare qu'il y ait des chats, des chiens, tout ça qui se baladent. Mais quand il y a des puces, donc c'est un peu comme les punaises, mais les piqûres ne sont que sur les jambes. Hein, et il faut qu'il y ait une notion d'animal qui est très importante. Donc c'est plus rare, mais ça peut se produire. Hein, dans les maisons de retraite, les chiens qui se baladent comme ça, les chats. Voilà. Donc vous allez arrêter de me faire des désinsectisations contre les puces avec de l'insecticide. Vous allez juste prendre votre serpillière ou votre aspirateur. Pourquoi? Parce que vous voyez les puces, photo de gauche, c'est des larves qui sont au sol et des œufs. C'est ensuite une pupe, deuxième photo du milieu, qui est elle également au sol. Et puis vous avez la puce qui est sur l'animal ou parfois un peu sur l'homme. Donc quand vous mettez de l'insecticide, l'œuf, il a une coque, il n'en a rien à faire. La nymphe au milieu, photo du milieu, elle a une coque, elle en a rien à faire. La puce, l'adulte, elle en a rien à faire, elle est sur l'animal. Donc quand vous mettez de l'insecticide, vous ne ciblez que la larve, qui est en plus au sol sous un coussin, donc ça marche pas. Et donc si vous passez l'aspirateur sur le sol, lavage serpillière, où vous inventez tous les produits hospitaliers de lavage de surface, vous impactez sur la larve, les œufs et la pupe, et donc là ça marche énormément, et vous faites traiter le chien ou le chat qui passait par là, et voilà, et vous avez réussi votre lutte sans utiliser d'insecticide. La gale, donc là, la gale, je vous en parle pas, ça peut être beaucoup trop long. C'est un problème aussi qui peut aller de personne en personne. C'est quand même très peu contagieux, c'est pas très contagieux. Il faut faire du pot à peu cumulé, contrairement à toujours ce qui est écrit. Le pot à pot cumulé en hospitalier, on n'en fait pas beaucoup. Mais parfois, c'est sûr que le personnel soignant, surtout en maison de retraite, en fait. C'est très coûteux de traiter toute une EHPAD, de traiter tout un service pour une histoire de gale. Donc, par pitié, faites-moi un diagnostic de certitude. Vous avez le droit d'enclencher, bien sûr, un traitement de gale pour votre service hospitalier qui a ce souci-là, mais il faut que quelqu'un ait vu ce sarcopte. Le nombre de fois, avec Véronique Blanc ou avec quelqu'un ou d'autres collègues, on commence à dire, mais qui l'a vu le sarcopte? Personne. Et on en est déjà à 10 000, 3e traitement, 4e truc, 5e cercle. Qui a vu un sarcopte? Personne. Donc vous me trouvez un dermatologue qui a un sarcopte ou un dermoscope, vous me trouvez un parasitologue qui a un dermoscope, vous trouvez quelqu'un qui me les gratte, mais par pitié, enclenchez un traitement de gale qui est extrêmement coûteux sur des diagnostics de certitude. Je dirais que ça pour la gale. Voilà, l'éthique,
Là aussi, c'est rare en milieu hospitalier, mais c'est très très à la mode en ce moment parce que la maladie Lyme est un gros problème national. Les tiques, ça pique en 2 ou 4 jours. C'est une bestiole, les 12 premières heures, elle se plante son rostre. Les 12 heures suivantes, elle va commencer son repas lent qui est je vomis, j'aspire, je vomis, j'aspire. 12 heures plus tard ou 24 heures plus tard, elle va faire son repas rapide, je vomis, j'aspire encore plus vite. Et les 12 à 24 heures suivantes, elle va se décrocher. Donc une tique, ça tombe toujours naturellement tout seul. Donc vous n'avez pas besoin d'être comme une poule devant un couteau. Oh, la tique, elle est tombée. Bah oui, au bout de 2 à 4 jours, naturellement, elle retombe. C'est son rôle pour aller se retrouver au sol et faire sa ponte. Donc ça, c'est la vie naturelle de la tique. Donc comment on fait une prévention? Les produits anti-moustiques marchent très bien. Les moustiques nous détectent par le gaz carbonique, les tiques nous détectent par le gaz carbonique. Mettez des répulsifs anti-moustiques avant vos balades dans les forêts, ça marche très bien. Mettez des bottes, mettez vos chaussettes autour des pantalons. Pas très érotique, mais c'est comme ça. Mais baladez-vous, ça c'est la prévention, le pchit-pchit, les bottes et les chaussettes. Hein, je sais que tout ce qui est Bretagne, Alsace, Normandie, c'est très très envahi de tiques. Et puis surtout, après la balade, hein, vous prenez une douche, impératif, et là vous détectez quoi? Oh, un nouveau petit grain de beauté que vous n'aviez pas 12 heures ou 24 heures avant. Vous regardez ce que c'est ce petit grain de beauté, c'est une tique. Vous l'enlevez par un tire-tique, et donc là vous êtes a priori que dans la phase de plantage, si je puis dire, ou d'introduction du rostre dans la peau. Donc la probabilité qu'elle vous transmette une bactérie est très faible, très faible. Elle existe, mais elle est très faible. Voilà. Donc plus on enlève une tique tôt, moins on risque d'attraper une maladie de Lyme ou une fièvre boutonneuse à tiques. Voilà, je vais finir par celui-là. Chaque année, on m'a déjà fait le coup 3 fois pour ce printemps-là. Chaque année, j'y ai le droit. Et chaque année, les gens, vous êtes tous extrêmement étonnés. Ces chers petits pigeons qui se posent sur nos bords de fenêtres nous larguent des Dermanissus ou des Ornithonissus, si c'est plutôt des petits rats ou des petits rongeurs. Parfois, on ne contrôle pas tout. Voilà. Et en fait, les pigeons et les rats sont bourrés d'acariens hématophages. Hein. Et si vous avez un pigeon qui se pose au bord de la fenêtre, quand il fait chaud, il s'ébroue, il fait chaud, donc la température est élevée et donc le taux de Dermanissus dans son plumage et dans son nid a énormément augmenté. Et vous avez votre petit pigeon qui fait au pied de votre fenêtre et il vous largue des centaines de Dermanissus. Dermanissus posés sur le bord de la fenêtre, tout paumés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent du gaz carbonique et du coup, ils rentrent dans votre chambre. Donc voilà, et donc ça vous fait des gens qui vous disent « j'ai des milliards de petites têtes d'épingle qui courent vers moi, il y en a partout dans ma chambre ». Voilà, donc prévention, le pigeon ou les rats, si éventuellement il y a des histoires de faux plafonds ou de planchers un peu compliqués. Dans certains hôpitaux, je sais que les choses sont compliquées. Voilà, et donc il faut faire un interrogatoire, c'est-à-dire que vite, quand on voit ces milliers de petites têtes de pin qui viennent vers vous, il faut réfléchir en pigeon, hein, ou voilà, pour que... Tant que pigeon, voilà. Certains jours, on est des pigeons, d'autres jours, on est des statues. Réfléchissez bien à ça, comme ça rééquilibre. Hein. Voilà. Certains jours, c'est bien d'être pigeon, d'autres jours, c'est bien d'être la statue. Alors, attendez, j'ai raté une ligne ou pas ? Voilà, vous demandez s'il y avait des oiseaux, et donc la première prévention et la première lutte, c'est d'essayer de pas que les pigeons se reposent. CHU de Nice, 23 mois pour mettre des petits pics en haut des margelles qui étaient dans la crèche. Hein. Voilà, tout est compliqué. Et donc, voilà, localisation des lésions. Alors, pardon, vous mettez en évidence ces petites bêtes, hein, bien sûr, identification de certitude, et surtout, là aussi, pas d'insecticide, du bon nettoyant de surface. Il vous suffit, c'est un largage qui a été fait, mais qui ne va pas, si vous avez bloqué vos pigeons, vos bêtes, elles vont s'auto-détruire. Hein. Donc, beaucoup de serpillières, beaucoup de nettoyage de surface, en démarrant de la fenêtre, en nettoyant bien les rebords des fenêtres, toutes les gonds des fenêtres et tout ça, parce qu'il y en a beaucoup ici, et votre lutte se finit très très bien comme ça. J'ai géré une maison de retraite la semaine dernière comme ça, et ça a très très bien marché. Il faut le faire 2 à 3 fois par semaine, parce que finalement, ces chères petites têtes d'épingle sont un peu dures à détecter, mais ça marche très très bien sans insecticide. Voilà, donc les moustiques, ça pique partout, les tiques, ça pique partout, mais ça démarre toujours du sol et ça aime vous piquer en haut du cuir chevelu. Les puces, c'est délocalisation en piqûre en ligne plutôt au niveau des jambes.
Sarcope, donc il y a des points bien spécifiques. Punaise de lit, partie découverte. Les différents poux, je n'en ai pas parlé. Voilà. Et donc, parfois, vous avez des patients qui arrivent, ils ont des lésions ici, 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 ici. Et comment ça s'appelle ces pauvres personnes? Eh bien, c'est des migrants qui arrivent avec des sarcopes, des punaises de lit, des poux de tête, des poux de corps, des morpions qui sont faits bouffer par les moustiques en passant par la Libye en ce moment parce que ils reviennent. Il y a une oasis en Libye qui fait qu'ils chopent tous le paludisme et en plus de ça, en traversant toute l'Europe, ils se sont chopés une maladie de Lyme. Donc, vous voyez que l'entomologie reste une discipline au goût du jour. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On fait questions-réponses maintenant? Il faut que je dise la question clé. Y a-t-il des questions? Bonjour, Élodie Biance, je suis praticienne en hygiène et biologiste. Vous avez dit que le Zika était vectorisé par l'Aedes aegyptus. Que le Zika était vectorisé par un Aedes. Oui. Est-ce qu'il pourrait changer de moustique tigre et arriver dans nos régions? Alors, le moustique tigre, si je puis dire, du Brésil, en ce moment, c'est quoi? C'est toujours été Aedes aegypti. Donc, le Zika brésilien et sud-américain et du Pacifique, c'était Aedes aegypti. Le moustique de la France, en ce moment, le moustique tigre de la France, c'est Aedes albopictus. Il est très, très mauvais vecteur du Zika. Donc, il y a quand même s'il y a tout le contrôle national qui s'est mis en place, parce qu'il y avait déjà des contrôles par la dengue et le chikungunya, a priori, l'implantation du Zika les cas autochtones de Zika sont très peu probables. Après, se greffe là-dessus pour le Zika, toute cette transmission sexuelle. Hein. Le Zika se transmet également lors des rapports sexuels. Pour répondre à votre question, la Réunion a eu son gros pic sa grosse épidémie de chikungunya parce que le virus chikungunya avait muté et parce que l'Aedes albopictus de la Réunion, du coup, est devenu super bon vecteur, alors qu'avant, il était mauvais vecteur. Donc oui, on peut toujours imaginer que le Zika, un jour, pourrait muter, mais pour l'instant, il ne mute pas. Hein, il n'y a pas de... Mais c'est ce qu'il y a... On suspecte que la grosse épidémie c'est pas on suspecte, hein, il y a eu des preuves de circulation de la mutation, et en effet, c'est pour ça que le chikungunya a explosé la Réunion, parce que le virus, hein, pas le moustique, j'entends parfois que c'est le moustique qui a moussé, mais le virus avait muté et qui, du coup, albopictus était devenu très bon vecteur. Donc pourquoi pas en Zika, mais pour l'instant, ce n'est pas démontré. Merci. Bonjour. Une réponse une question un peu personnelle pour avoir une réponse. Est-il possible de distinguer un mâle d'une femelle chez un moustique au positionnement quand il se pose sur un mur, par exemple? Instantanément, mes enfants savent faire. Le souci, c'est qu'on ne voit jamais de mâle. Donc c'est pas pour la position, c'est la position des anophèles n'a pas la même posée sur un mur. La position des anophèles est très en diagonale et la position, mais ça c'est un peu dur à voir. Mais le mâle est tout maigre, tout maigrichon et a des antennes extrêmement poilues, mais ça se voit très très bien. Mais le mâle, lui, il a qu'un seul objectif dans la vie: boire de l'eau et avoir son rapport sexuel, puis mourir. Donc en fait, le mâle, il reste tout près de la flaque d'eau. Donc c'est pour ça qu'on ne voit jamais de mâle. Si vous voyez des moustiques mâles, on en voit parfois, c'est parce que l'eau stagnante, elle n'est pas très loin. Hein. Donc voilà. Mais oui, c'est très facile à différencier, mais c'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup de moustiques mâles. Merci. Moi, j'ai une question concernant Dermanissus. Je suis présidente Klein à la campagne, et je voulais savoir si Dermanissus pouvait être transporté
par d'autres bestioles que le pigeon? Est-ce que les tourterelles, d'autres oiseaux pouvaient être vecteurs? Oui, les autres oiseaux. Alors c'est très souvent tout ce qui est pigeon, tourterelle. Oui, c'est pas le pigeon pile. Après, c'est éventuellement les autres oiseaux, mais c'est vrai que pigeon et tourterelle, oui. Et après, il y a ces autres acariens que vous avez vus là, les Ornithonisus. Ça peut être plus par les rats ou les animaux ou d'autres petits rongeurs morts. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que finalement, quand ça persiste beaucoup, c'est qu'on n'a peut-être pas trouvé le cadavre du rat qui est pas loin ou du pigeon qui est pas loin. Hein. Normalement, la lutte dure par la serpillière, comme je vous ai dit, dure 1 semaine à 10 jours et ça s'éteint naturellement. Si ça persiste et si la quantité augmente, c'est qu'on n'a pas trouvé le foyer qui vous fournit. Le foyer ne s'est pas réenvolé et est encore tout près de la chambre. Voilà. Donc il faut trouver en effet s'il n'y a pas un faux plafond, une plainte ou un arrière de mur où il y a quelque chose derrière. Je crois que c'était la dernière question au niveau timing. Désolé. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Merci.